fait, le risque numéro 1, si on a un accident en dehors de la base, c'est l'hypothermie. C'est de te refroidir. Donc en fait, il faut ramener le plus vite possible à la base. On apprend à prendre le pouls radial au niveau du poignet pour pouvoir estimer la pression artérielle et savoir si c'est plutôt une urgence vitale ou pas. Enfin, après, il faut à chaque fois s'adapter au contexte. Le plus possible, prendre en compte l'impact du froid et de l'isolement sur nos soins. Et un autre exemple, c'est que les tuyaux, si on met de l'oxygène, en fait, les tuyaux de masque à oxygène qui sont faits en plastique, ça casse comme de la biscotte par le grand froid. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Claire est médecin urgentiste, mais à sa manière, elle est surtout une globe-trotteuse qui n'a pas froid aux yeux, et c'est le cas de le dire puisque tout juste 1 an avant notre enregistrement, elle s'envolait pour une mission de 3 mois en Antarctique par moins 40 degrés. Honnêtement, je pense qu'on ne mesure pas vraiment l'isolement absolu de ces femmes et de ces hommes qui se retrouvent là-bas. Claire a mis 17 jours pour atteindre sa destination et 23 de plus une fois sur place pour aller ravitailler la base de Concordia, environ 1000 km à l'intérieur du continent. Par moins 40 degrés, gérer une situation médicale relève de l'exploit. Le matériel ne fonctionne plus, on ne peut pas manipuler les patients de la même manière et surtout, il faut être capable de faire face à n'importe quelle situation avec les moyens du bord. Mais l'émission de ce type, Claire n'en était pas à son coup d'essai puisque du dispensaire de la forêt amazonienne au bateau d'expédition scientifique en passant par les cliniques pétrolières en Afrique ou encore la centrale nucléaire en Chine, son goût de l'aventure l'avait déjà amené à exercer son métier partout dans le monde. Dans cet épisode, on parle de médecine en milieu insolite, du plus grand récit d'expédition et de résilience de tous les temps, mais aussi d'ultra-trail et de grossesse. Excellente écoute à vous. Bienvenue Claire sur le podcast. Je suis absolument ravi de te recevoir en direct de La Réunion. T'as passé un Noël du coup ensoleillé ? Oui, clairement, oui, à la plage et ouais. Sous 30 Excellent. degrés. Ah là là, le classique. Pendant longtemps, j'ai passé mes Noëls. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on rentrait en France, mais j'étais en Nouvelle-Calédonie. Donc pareil, hémisphère sud et saison inversée. C'était toujours assez rigolo de partir en short t-shirt pour rejoindre la famille en France à Noël et d'arriver et de perdre genre 35 degrés. C'était toujours. Ouais, c'est toujours génial. Ouais. D'ailleurs, la Réunion, on va peut-être commencer par ça. C'est quoi ton histoire avec la Réunion ? Depuis quand est-ce que tu es là-bas et qu'est-ce que tu y fais ? Maintenant, ça commence à remonter parce que ça fait 9 ans. Je suis arrivée la semaine des attentats du Bataclan. Okay. Et qu'est-ce que j'y fais ? Je suis médecin urgentiste à l'hôpital public depuis 9 ans là-bas. Excellent. Et donc, tu as commencé ta carrière de médecin à La Réunion ou tu exerçais déjà en France ? Oui, exactement. En fait, je rêvais de quitter la France, enfin la métropole. Et donc, j'ai été diplômée le vendredi. Je suis arrivée le mardi. J'ai commencé mon poste le jeudi. Mais non. Donc, c'était difficile de faire plus rapide, mais j'avais vraiment hâte de partir loin. Ok. Et pourquoi ? C'est quoi qui a motivé cette décision de partir à La Réunion ? Pourquoi La Réunion en particulier ? Alors, moi, j'ai rêvé beaucoup quand j'étais ado de ailleurs c'est mieux, parce que j'étais pas forcément hyper épanouie comme ado, donc ailleurs c'est mieux, ailleurs c'est mieux. Et je suis partie en vacances à l'étranger, et puis à chaque fois ça me confirmait. J'étais tellement heureuse à l'étranger que ça me confirmait dans le ailleurs c'est mieux. Et finalement, pour travailler, je trouve que la Réunion c'était un super compromis entre garder le système français avec la sécurité sociale, avec la langue aussi qui est quand même vraiment importante dans les soins et nos standards de soins. Et tout en se sentant vraiment ailleurs puisque la Réunion c'est la France autrement. Et donc voilà, j'en ai beaucoup rêvé. Après j'ai hésité avec d'autres dom-tom et puis en faisant beaucoup de recherches sur internet, j'ai trouvé que c'était le meilleur compromis entre à la fois la qualité de vie, à la fois ne pas être non plus à l'autre bout du monde comme la Nouvelle-Calédonie avec les 10 heures de décalage horaire et une autre monnaie et un autre système. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était le meilleur compromis et puis finalement j'y suis toujours. Excellent.
Excellent. Donc, est-ce que tu dirais maintenant, 9 ans plus tard, que tu as trouvé à La Réunion ce que tu étais allé chercher? Bah, en tout cas, j'ai trouvé, ouais, un petit paradis sur terre dont je ne me lasse pas, même 9 ans plus tard. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, je m'y sens vraiment bien et dans la durée, quoi. Mm. Génial. Génial. J'y suis pas encore allé à La Réunion, mais j'en entends énormément parler, notamment sur le plan sportif, puisqu'on va très certainement échanger sur le sujet. Mais tu as un parcours, j'allais dire intéressant. On a tous des parcours atypiques et du coup peut-être un peu uniques et intéressants, mais le tien est assez insolite. Déjà du fait des milieux dans lesquels tu exerces, donc médecin urgentiste, ça tu l'as dit, mais on va en parler. Tu effectues très souvent des missions dans des milieux insolites. Et puis tu t'es lancé dans le trail et même l'ultra il y a 2 ans. Et tu es devenu finisher de la légendaire Diagonale des Fous cette année. Et clairement, c'est pour ça que j'entends très 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 souvent parler de la Réunion. Donc hâte d'échanger sur tous ces sujets. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par ta casquette, que tu commences en mettant ta casquette de médecin urgentiste. Yes. Parce que moi, ça m'a clairement interpellé quand tu m'as envoyé ce message sur LinkedIn, si j'ai bonne mémoire. Milieu insolite, tu m'avais mis clinique pétrolière en Afrique, dispensaire en forêt amazonienne, bateau d'expédition scientifique, enfin, et la liste est encore longue. Comment est-ce qu'on se retrouve à faire ce type de mission? C'est quoi? C'est du volontariat? On te contacte parce que tu as une spécialité très recherchée? Comment ça se passe? Alors, c'est pas du volontariat, c'est vraiment des contrats en bonne et due forme, entre guillemets. Et comment on se retrouve là? En fait, c'est avant tout avec des rencontres et des collègues qui ont fait eux-mêmes des missions originales. Donc, comment ça a commencé? J'ai demandé à venir à La Réunion. On m'a dit OK. Par contre, il y a Mayotte avec. Donc, c'était un contrat mixte, 6 mois à La Réunion, puis 6 mois à Mayotte. Donc, déjà, Mayotte, Ok. c'est vraiment extrêmement dépaysant quand on vient de métropole. Et de fil en aiguille, un collègue en garde me dit ah mais moi j'ai travaillé dans les évacuations sanitaires au-dessus du Pacifique. On était basé à Nouméa justement en Nouvelle-Calédonie et puis on partait amener des malades à Sydney, on allait les chercher aux îles Fidji, au Vanuatu, etc. Et là j'ai dit allez go, je postule et puis je tente ma chance et finalement je suis retenue. Alors là c'était vraiment vraiment incroyable, quoi, une immense joie. Et donc ce contrat-là m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y a de la médecine possible à l'extérieur de l'hôpital dans des conditions vraiment très différentes de l'hôpital. Et ensuite, le tout, c'est d'avoir des idées. Et les idées, on les a vraiment en échangeant avec d'autres médecins qui ont un parcours similaire. Et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis retrouvée dans les cliniques pétrolières au Gabon et au Nigeria. Et puis, l'année dernière en Antarctique, à la même heure où je parlais, Waouh. j'étais dans un tracteur sur la glace. Et voilà, la centrale nucléaire en Chine, etc. Voilà. Attends, centrale nucléaire en Chine? Oui, je t'en avais pas parlé Mais dans le comment mail c'est alors. possible ça d'un point de vue sûreté, sécurité? Ils ont des médecins, du personnel étranger dans leur centrale nucléaire? Et en fait, là, dans ce cas précis, je travaillais pour EDF qui construisait le nouvel EPR en Ah, Chine, donc l'EPR, la d'accord, centrale nucléaire dernière génération. Donc j'étais sous-traitante pour EDF en fait. Voilà d'accord. pourquoi. Et donc j'étais, en fait, le diplôme de médecin n'est pas reconnu en Chine, donc j'ai travaillé vraiment uniquement pour les expats. J'étais médecin des expats pour EDF. Mm. Mais oui, c'est improbable. Incroyable. En pleine période Covid, voilà, avec le confinement dans les centres de quarantaine chinois à l'arrivée, à la sortie d'avion, Waouh, etc. Mm. incroyable. Ouais. La médecine urgentiste, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport qu'est-ce qui te distingue d'un médecin généraliste? Alors du coup, c'est vrai que moi je suis passée maintenant ça a changé, il y a eu une réforme, mais moi à l'époque j'étais d'abord généraliste et ensuite il fallait faire une formation en plus pour être urgentiste, donc pour être d'autant plus à l'aise sur tout ce qui est urgence vitale, donc les comas, l'arrêt cardiaque, l'intubation globalement. Et donc ça, c'est 2 ans de formation en plus. Et puis surtout, après, le concret, c'est vraiment surtout des stages haute urgence. Et donc, j'ai cette double casquette. Et finalement, c'est hyper intéressant d'avoir les deux parce que tout ce qui est, enfin, le quotidien d'un médecin dans ces milieux-là, c'est quand même beaucoup de médecine générale. Mais le jour où ça foire vraiment parce qu'on est un peu tout seul à des centaines de kilomètres potentiellement d'un hôpital compétent. Donc voilà l'intérêt d'avoir la double compétence. Mm. Hmm.
Et donc, je connais vraiment rien à enfin, j'ai pas du tout fait d'études de médecine, personne dans ma famille a fait ce type d'études, mais est-ce que tu dirais que la différence, c'est quoi? Un médecin généraliste, c'est surtout du savoir, alors qu'un médecin urgentiste doit peut-être maîtriser plus de gestes pour justement préserver ou sauver des vies? Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu plus de gestes techniques aux urgences, même sur tout ce qui est suture, plâtre, réduction de Ouais. luxation de coude, d'épaule. Maintenant, le généraliste, il est bien meilleur que l'urgentiste sur d'autres choses, typiquement sur les médicaments du diabète, les médicaments de la tension, les suivis de cancer. Nous, enfin, quand on est aux urgences, on réoriente facilement vers le médecin traitant qui est meilleur que nous sur même tout simplement sur une douleur d'oreille. Hein. Il est plus à même que nous. Voilà. Donc, c'est vraiment deux types de contextes différents, enfin, deux types de maladies un peu différents aussi. Ok. Donc, est-ce que tu dirais que la médecine urgentiste, c'est stabiliser une situation, alors que la médecine généraliste, c'est peut-être c'est pas forcément son objectif premier, c'est peut-être plus dans le suivi, dans peut-être identifier Ouais. les causes d'un mal d'oreille, etc. Là où toi, Ouais. tu vas en gros boucher les trous pour que pour Ouais, que la situation se exactement. stabilise, quoi. Nous, on intervient vraiment à un moment T unique, quoi. Vraiment, on fait pas du tout de Ouais, ouais, suivi. Et puis, ouais. par contre, du coup, le médecin généraliste a l'avantage de connaître ses malades, de savoir qui se dégrade systématiquement, qui est stressé pour rien, etc. Là où nous, on fait que de l'aigu. Et dès que les gens Mhm. reviennent 2, 3 fois aux urgences, on sait que c'est plus pour nous, quoi. C'est vraiment, il faut retourner voir le Ouais, médecin ouais. généraliste dans ce cas-là. Sauf s'il y a des maladies Ok. graves à répétition, mais Alors, tu as été assez clair sur ce qui t'a motivé à quitter la métropole. J'ai l'impression au fil de tes missions aussi, enfin ce qui semble assez clair, c'est que bah, tu as peut-être ce goût de l'aventure, tu me dis si je me trompe, mais vu la ouais, diversité de toutes les missions et des milliers dans lesquels tu as pu exercer, ça a l'air d'être ça. ouais. Du coup, donc voilà, moi j'ai l'impression que ça explique une partie de ton parcours. En tout cas, c'est cette appétence pour l'étranger, pour l'aventure, pour le voyage. Mais pourquoi la médecine urgentiste et pas finalement la médecine généraliste que j'imagine on peut aussi exercer au fin fond de la brousse n'importe où dans le monde? Ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout choisi la médecine d'urgence pour les voyages parce que à l'époque je ne savais pas. En fait, la seule médecine de voyage que je connaissais, c'était l'humanitaire. Et effectivement, il n'y a Ouais. pas besoin d'être urgentiste pour faire de l'humanitaire. Donc c'est vraiment pas dans cette idée-là. C'est vraiment dans l'idée que moi j'ai adoré mes stages aux urgences. J'ai adoré la variété de voir des jeunes, des vieux, des graves, des pas graves, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le fait de pas forcément avoir de suivi des malades, de pas les revoir Mhm. pendant des années, mais de les voir un instant T. J'adore aussi l'efficacité qu'on a aux urgences, c'est-à-dire que le problème il est réglé entre guillemets dans la journée, même si c'est d'hospitaliser, même si c'est de laisser rentrer à la maison, mais en fait nous notre problème on trouve une solution dans la journée. Et puis j'aime aussi énormément les émotions qu'on vit aux urgences. On est parfois très malmené, on passe des trucs tellement drôles aux trucs tellement graves, aux situations dramatiques, et puis à la peur et finalement la réassurance. Et ça, c'est d'une richesse. Alors pour le coup, il y a un gros parallèle avec le sport et l'ultra trail, où il y a une richesse d'émotions qui est, je pense, Mhm. extrêmement intense aux urgences, encore bien plus que dans toute spécialité, quoi. Mm. Parmi toutes ces missions que tu as menées, donc j'ai les yeux sur ta liste là, donc les cliniques pétrolières en Afrique, enfin tu les as évoquées, c'était au Gabon, hein, c'est ça? C'était Gabon et des Nigeria, plateformes ouais. pétrolières. Gabon et Nigeria, Ouais. ok. Dispensaire en forêt amazonienne, bateau d'expédition scientifique, centrale nucléaire en Chine, expédition en tracteur chenillé à travers l'Antarctique. Est-ce qu'il y a une mission en particulier ou en tout cas un milieu qui t'a vraiment marqué plus que les autres? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors chacune a vraiment sa richesse et son lot d'incroyables, mais c'est vrai que là, s'il faut en retenir une, ça serait l'Antarctique parce que je pense que c'est vraiment l'endroit où je m'estime la plus chanceuse d'avoir pu aller un jour dans ma vie. Mais ceci dit, la centrale nucléaire en Chine aussi, c'est vraiment, j'étais extrêmement chanceuse, mais vraiment sur le côté, ouais, vraiment incroyable et tellement dépaysant et au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, je retiendrai l'Antarctique, qui était pas l'endroit le plus facile, mais vraiment hyper intéressant, quoi. On a une présence française en Antarctique toute l'année ou Ouais, seulement les mois j'allais dire les plus chauds, les moins froids? ouais, on est présent toute l'année sur 2 bases et la France est un des grands pays qui font de la recherche en Antarctique, hein. Mmh. Ok. Oh, punaise. Alors attends, du coup, l'Antarctique. Comment ça s'est passé? Comment tu as entendu parler de cette mission? Et ça se passe comment? Est-ce qu'on postule? Est-ce qu'on est
on est contacté en direct. Et, tu peux nous en dire un peu plus sur le processus parce que c'est quand même vraiment, vraiment improbable comme lieu pour exercer. Ouais. Clairement, clairement. Alors, il y a une part de bouche à oreille où finalement, j'ai quand même fini par rencontrer petit à petit certains médecins qui y sont allés. Il y a aussi une part du fait que, en fait, le bateau qui part en Antarctique, qui est le seul brise-glace français, eh ben, il est basé à La Réunion. Je rappelle juste que l'Antarctique, c'est le pôle sud parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Oui. Ouais. Et donc, il est basé à La Réunion. Et il y a aussi une BD que j'avais lue en 2019, je crois, qui s'appelle La Lune est blanche, qui est vraiment incroyable et qui raconte le raid antarctique, qui est le nom de cette énorme expédition à travers la banquise, à travers la glace. Et donc, c'est tout un ensemble qui font que j'ai postulé. J'ai pas été prise d'emblée, notamment parce que la première année où j'ai postulé, c'était en plein Covid. Il y a une autre année, je me suis trompée de date pour postuler. Et donc, finalement, ça s'est pas fait du premier coup. Mais le jour J, il y a un jour magique où on a fini par m'annoncer que j'étais retenue et que c'était parti, quoi. Incroyable. Quand j'entends ce genre de témoignage, ça me fait un peu penser à Thomas Pesquet qui raconte comment se passent les sélections pour la NASA, où c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire, des ingénieurs qui peuvent démonter, tu vois, une fusée, les yeux fermés, que c'est autre chose qu'on cherche. Tu dirais que pour une mission comme celle dans l'Antarctique, dans un milieu hyper isolé, où je suppose que si y a quelqu'un qui pète une durite, c'est un peu compliqué vu l'isolement. Qu'est-ce qu'on cherche chez les candidats qui finalement sont retenus comme qualité, comme type de personnalité? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a surtout le fait de savoir s'adapter à un milieu compliqué parce qu'en fait, on peut avoir envie de faire un scanner, on n'aura pas de scanner. Donc, il faut trouver une autre solution et ne pas rester paralysé devant l'absence de notre quotidien habituel, quoi. Donc ça, je pense que ça joue. Je pense qu'il y a le côté humain, social qui joue beaucoup aussi parce qu'on est en équipe et en équipe rapprochée et que ça peut vite mal se passer s'il y a un caractère un peu compliqué. Après, il y a l'expérience aussi. L'expérience, je pense que ça joue à la fois dans le fait de nous se sentir compétents pour soigner dans ces milieux-là, mais aussi savoir comment nous on va réagir et que c'est pas gagné que tout le monde réagisse bien dans des endroits compliqués comme ça, surtout sur plusieurs semaines. Et après, juste c'est rigolo que tu parles de Thomas Pesquet parce que il se trouve qu'il était en Antarctique au moment précis où j'y suis allée. Mais non. Et on s'est croisés pendant 3 jours à Concordia et c'était vraiment improbable, quoi. Ouais. Incroyable. Ouais. Et donc là, t'avais quel âge au moment où t'es parti pour l'Antarctique? Bah, c'était l'année dernière, donc j'avais 35 ans. J'ai 36 cette année. Punaise. Ouais, incroyable. Ouais. Ok. Et donc, entre le moment où on te dit, bon, bah, c'est bon, c'est toi qui pars, et le moment et le jour du départ, je suppose qu'il y a une préparation qui doit être assez importante, notamment sur le matériel, peut-être sur des procédures de médecine à apprendre qui sont très spécifiques à ce type de milieu. Mais en gros, c'était quoi le délai entre les deux? On m'a dit OK en août et je suis partie en fin octobre. Alors c'est vrai que j'ai aussi pas précisé dans les dans les arguments indispensables pour partir, c'est aussi d'être en bonne santé physique et mentale. Je suis pas invincible au niveau mental, mais c'est vrai que ça fait partie des arguments quand même pour pouvoir partir. Et du coup, la bonne santé physique, et ben avant l'Antarctique, on a un bilan de santé mais de long en large en travers. Et il se trouve qu'on m'a découvert une mini-infection de la dent de 2 mm, mais du coup, j'ai dû passer au bloc opératoire pour me traiter mon infection de dent, parce qu'on ne pouvait pas m'envoyer en Antarctique avec même une si petite infection de dent. Voilà, mais j'ai dû faire une épreuve d'effort, etc., analyse d'urine, analyse de l'audition, recherche des MST, etc., pour partir, pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'aggrave là-bas. Enfin, en tout cas, limiter le risque que quelque chose s'aggrave là-bas. Et donc c'était surtout une préparation physique, enfin des tests physiques. Et après il y a eu une semaine de formation à Chamonix, notamment sur les glaciers, pour pouvoir savoir faire des secours en crevasse, par exemple, pour aussi s'adapter au fait que potentiellement on ne peut pas prendre la pression artérielle en fait s'il y a un secours sur la banquise. Donc il va falloir gérer sans pression artérielle. Nous apprendre aussi que le matériel à moins 40 degrés il ne marche pas. Donc c'est pas la peine de sortir le scope dehors, ça ne marchera pas. Enfin voilà, pour nous apprendre aussi à se débrouiller et puis gérer aussi un peu les maladies liées au froid, les gerçures, etc. Les gelures, pardon, etc. Et pourquoi ce que tu évoquais avec la pression artérielle, pourquoi ça fonctionne pas? Eh ben en fait le risque numéro 1 si on a un accident en dehors de la base, c'est l'hypothermie, c'est de te refroidir. Ouais. Donc en fait, il faut ramener le plus vite possible à la base. Et à l'inverse, si on doit déshabiller le malade par moins 40 degrés pour lui prendre sa tension,
on aura une tension qui peut-être être fiable, mais c'est même pas sûr. Mais par contre, on l'aura mis en hypothermie, donc on n'a rien gagné du tout. Donc en fait, on apprend à prendre le pouls radial au niveau du poignet pour pouvoir estimer la pression artérielle et savoir si c'est plutôt une urgence vitale ou pas. Et puis si c'est une urgence vitale, on lève les jambes, mais en fait, c'est compliqué de perfuser. Donc après, il faut à chaque fois s'adapter au contexte, mais le plus possible prendre en compte l'impact du froid et de l'isolement sur nos soins, quoi. Ok. Waouh, fascinant. Et un autre exemple, c'est que les tuyaux, si on met de l'oxygène, en fait, les tuyaux de masque à oxygène qui sont faits en plastique, ça casse comme de la biscotte par le grand froid. Donc en fait, il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut ramener globalement au plus vite pour pouvoir faire des soins appropriés, quoi. Ramener au chaud au plus vite pour faire des soins appropriés. Ouais, donc s'il y a une situation qui dérape, effectivement, ça, c'est assez clair du coup, vu ce que t'expliques, qu'il faut avoir l'esprit bien clair pour porter secours à la personne concernée. Et du coup, tu parlais des tests de bonne santé mentale. Enfin, je sais plus quel terme tu as utilisé, mais l'aspect mental, comment il l'évalue justement les tests physiques? Bon, ça c'est assez évident. J'imagine qu'il y a une grille, il check si t'es dans la grille ou pas, mais l'aspect stabilité mentale, il vérifie ça comment? Alors moi, je suis restée 3 mois en Antarctique, donc j'ai pas eu de tests plus. Enfin, ceux qui restent que l'été n'ont pas de tests plus approfondis que ça. Par contre, ceux qui restent pendant 1 an, ils ont vraiment un entretien avec un psychologue. Et il se trouve que moi, j'avais postulé pour une autre mission d'1 an, 2 ans auparavant, et que finalement, j'avais déjà eu l'évaluation psy qui a potentiellement à participer à mon recrutement, quoi. D'accord, ok, donc c'est un Après, je pense que l'employeur, il nous teste quand même un peu, et puis il y a des choses qui se sentent, pas tout bien sûr, mais il y a des choses qui se sentent, et c'est vrai que si on peut avoir un doute, on fait très attention, quoi. Oh là là, incroyable. Et côté matos, du coup, qu'est-ce que tu as dû emmener de particulier pour l'Antarctique? Que ce soit pour toi à titre personnel, tu vois, je sais pas, par exemple, les habits moins 40, c'est quand même très, très, très froid. Et côté matériel, médecine urgentiste, est-ce que tu as des outils qui sont conçus sur mesure pour l'Antarctique? Alors, tout ce qui est médecine, c'est déjà fourni, c'est déjà sur place et c'est déjà fourni, et il y a une maintenance régulière qui se fait. Donc côté médecine, j'ai rien eu à gérer, et côté habillement non plus, parce qu'en fait, on a une énorme dotation avec 2 tenues hyper épaisses, 7 paires de gants, 2 pantalons, 3 paires de collants, etc., etc., etc. Donc au niveau vêtements techniques, on n'a rien à prévoir. Donc ça, c'est vraiment pratique. Génial. Et puis d'ailleurs, c'est des vêtements qui sont en grande partie recyclés tous les ans, parce que c'est tellement coûteux et technique que c'est réutilisé. Ça ne sert pas que 3 mois, quoi. Ah non, j'allais te demander si tu avais pu garder les vestes. J'imagine qu'elles sont avec des écussons brodés ou floqués ou autres, mais non, bon, a priori. Ça, on n'a pas pu garder. Par contre, on a tous la polaire. La polaire, on a pu la garder, écrite Institut polaire français, et puis le bonnet aussi. Wow, la classe. Ouais. Génial. Ok. Ouais. Est-ce que le problème, c'est qu'à la Réunion, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour le remettre. Donc dès que je rentre en métropole, j'en profite pour le remettre. C'est clair. Ouais. Pour continuer un tout petit peu sur l'Antarctique, parce que je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast avec chacune de tes missions, mais celle-ci, voilà, encore une fois, c'est vraiment un univers qui me fascine et qui m'intrigue. Est-ce que tu peux nous raconter le périple pour se rendre sur place et ton sentiment à l'arrivée? Parce que voilà, encore une fois, l'Antarctique, je pense que bon, voilà, tu l'as répété, mais c'est le pôle sud, mais c'est quand même un sacré délire pour se rendre sur place. Donc je serais curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que c'était en bateau ou en avion? Et je pense au bateau parce que j'ai lu il y a pas très longtemps un récit de Mike Horn qui expliquait qu'il était parti d'Afrique du Sud pour l'Antarctique, et c'était très très long. J'ai plus le nombre de jours en tête, mais c'était quand même assez long. Donc voilà, bref, est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là? Moi, j'ai mis 8 avions pour y arriver et 17 jours. Donc c'était vraiment infini, interminable. Ouais, dont 2 avions qui ont fait demi-tour. Donc c'était fou, ouais. En fait, j'ai fait Réunion. Comment ça j'ai fait Réunion Maurice, puis Maurice Dubaï, puis Dubaï Melbourne, ouais. Et ensuite le vol Melbourne Tasmanie. Donc Tasmanie, c'est l'île qui est au sud de l'Australie. Ce vol-là a fait demi-tour, sauf que moi j'avais tellement déjà de vols dans les pattes que j'écoutais plus les annonces, donc j'ai réatterri à Melbourne. Et là, je reconnaissais tout dans l'aéroport, donc je me suis dit il y a un problème. Je suis retournée voir à la porte, l'hôtesse de l'air, là, et je lui dis, mais il y a un problème. Il me dit, bah oui, il y a un problème. Oui, l'avion, il a fait demi-tour, il y avait un problème mécanique. Moi, j'avais rien écouté, je croyais que j'étais arrivée en Tasmanie, pas du tout.
Donc ce vol-là a fait demi-tour. Ensuite, il y a eu le vrai vol Melbourne-Tasmanie. Et là, en Tasmanie, on attend parce que on attend un avion australien qui doit nous emmener sur une première base en Antarctique. Normalement, ça devait être d'abord en fait, c'est un gros avion, un gros porteur pour qu'il soit capable de traverser l'océan Antarctique. Et donc, c'est l'avion des Australiens, sauf qu'un coup, les Australiens en ont besoin. Ils sont prioritaires. Un coup, il y a des tempêtes, la météo est pas compatible. Un coup, finalement, on atterrit sur la base italienne et non pas américaine. Il faut que les Italiens dament la piste, etc., etc. Donc, tous les jours, on croyait que c'était demain. Et enfin, on arrive sur la base italienne. Donc là, ça y est, on est en Antarctique, c'est déjà incroyable. Sauf que dans la foulée, on devait reprendre un petit avion canadien chaussé sur des skis, qui finalement n'était pas dispo. Le lendemain, il nous emmène et ce petit avion canadien fait demi-tour au bout de 2h30 de vol parce que météo incompatible pour l'atterrissage. Et c'est seulement le 8e vol qui a permis de nous emmener enfin sur la petite base française qui a un petit aéroport et non pas un gros aéroport capable d'accueillir les gros porteurs. Et donc c'était un voyage vraiment incroyable. Et en fait, la majorité des gens qui vont en Antarctique, ils vont par bateau. Mais nous, on avait besoin d'arriver très tôt dans la saison, très tôt dans l'été. Et donc, il y avait encore trop de banquise. Le bateau ne peut pas arriver jusqu'à la base française. Donc, 3 semaines après, c'était bon. Mais nous, on est arrivé très tôt dans la saison, donc c'était pas radio. Et au retour, à l'inverse, je suis repartie par bateau. Donc, 6 jours de mer. Puis, par avion. Et là, je crois que j'avais 4 vols au retour. J'ai pas eu d'annulation de demi-tour au retour. Ouais. Incroyable, ok. Ouais. Ok, surtout à l'aller, de partir de la Réunion, remonter à Dubaï, retourner, c'est ok. Ah oui, c'était infini. Ouais, j'imagine, ouais. Et alors, tu l'as pas encore précisé, mais du coup, la base française, c'était laquelle ? Alors nous, on partait de Dumont-d'Urville, qui est la base sur la côte, et très exactement, c'est Cap-Prud'homme qui est juste à côté, et on allait jusqu'à Concordia, qui est à 1100 km dans les terres, voilà, et à 3200 mètres d'altitude. Donc ce trajet-là, on le faisait en tracteur chenille, effectivement. Attends, t'as fait 1600 km en tracteur chenille ? 1100 aller, 1100 retour, ouais, en tracteur chenille, à conduire 10 heures par jour à 10 km/h à peu près, ouais. Oh punaise. D'accord. Ouais. Bah là, c'était encore une autre expérience. Hein. Là, c'était vraiment une forme d'infini, le temps qui s'étire pendant des heures et des heures, et cette immensité blanche où il ne se passe rien. Quoi. Il y a que la météo qui nous changeait un peu nos journées et notre quotidien. Mais sinon, ouais. Attends, mais du coup, extrêmement routinier en réalité. Donc attends, si je résume, 17 jours d'avion. Ouais. Et ensuite 3 semaines de préparation de l'expé quand même, 3 semaines sur place à préparer l'expé, puis 23 jours d'expé aller-retour. Mais non. Pour rentrer, ouais. Ah mais d'accord, donc la mission, en fait, attends, mais donc les 3 mois, en fait, t'es quasiment pas resté à Concordia au final. Non, Concordia, j'ai passé que 3 jours, les 3 jours où j'ai croisé Thomas Pesquet. Et ensuite, on est retourné au bord de mer, là, sur l'Antarctique en bord de mer, vers la banquise. Et là, je suis à nouveau restée 1 mois et demi où pour le coup, j'ai pu bouger. D'accord. Pour le coup, j'étais le médecin de la base, tout simplement. Incroyable. Oh punaise. Ok, d'accord. Ouais. C'est quoi en fait, j'allais te demander, tu vois, les moments forts de cette expédition, mais je pense que c'est pareil. On pourrait faire un podcast sur chaque étape, l'avion, puis le tracteur chenille, puis Dumont-d'Urville. Mais peut-être ce que toi tu retiens de ton expérience en Antarctique. Tu disais un peu plus tôt que ce qu'ils cherchaient, c'était aussi l'expérience. Que chacune de tes missions en milieu insolite a été riche de ses propres expériences. Celle en Antarctique, là, avec un petit peu de recul, tu dirais qu'elle t'a apporté quoi d'un point de vue, si tu mets ta casquette de médecin urgentiste, et humainement, parce que j'imagine quand même que c'est tellement particulier qu'il y a très certainement des choses sur le plan perso avec lesquelles tu es revenu. Ouais, effectivement. Sur le plan médical, il s'est pas passé grand-chose, par chance. Moi, j'étais assez épargnée. Ouais, tant mieux, ouais. Et sur le plan humain, du coup, j'étais la seule femme sur une base de 21 personnes. Et donc, c'était vraiment un changement de paradigme. Et puis, la majorité était mécano, ou alors quelques informaticiens, mais des métiers assez, surtout techniques.
Et donc voilà, j'étais pas tellement au contact des scientifiques parce que l'Antarctique, il y a beaucoup de scientifiques, mais finalement, il y a aussi beaucoup de logisticiens, donc de personnes qui gèrent Mhm. l'électricité, etc., la plomberie. Et donc là, il y avait beaucoup de mécanos, donc c'était clairement, il fallait s'adapter aussi à ça et avec gérer aussi une forme de promiscuité permanente en fait, parce que sur la base, on est tous un peu les uns sur les autres, c'est des petites bases. Et par chance, moi, j'étais toute seule dans ma chambre en tant que seule femme. Mais c'est vrai que les autres, ils étaient par dortoir de 4 en permanence, quoi. Et ne serait-ce que pour téléphoner à sa famille, mais on entend quand même d'un mur à l'autre. Donc il y a peu de moments d'intimité. Et puis pour sortir de la base, on peut pas sortir très loin. Il faut souvent être deux. Donc en fait, les sorties étaient relativement. Enfin, en fait, c'est vrai qu'il y a sur le coup, on s'en rend pas trop compte, mais au bout d'un moment, c'est une forme de petite prison quand même parce qu'on peut pas aller vraiment Mhm. loin et puis on est quand même toujours dans un milieu hostile, quoi. Mm. Waouh. Incroyable. Tu le Ouais. referais maintenant que tu l'as déjà fait une fois, est-ce que ça t'a donné envie potentiellement de repartir dans ce type de milieu très froid, très isolé? Eh ben, pourquoi pas, mais pas tout de suite. En fait, c'est vrai qu'il y avait des mécanos qui venaient tous les ans pendant, il y en a un, ça faisait 26 ans. Et pour le coup, je suis vraiment admirative parce que c'est encore, enfin, c'est vraiment la moitié de leur vie enfin, un quart de leur vie qui se passe là-bas, quoi. Et c'est quand même un monde tellement à part, il n'y a pas de couleur du tout. Il n'y a plus d'étoiles, il y a la journée continue, il n'y a plus de coucher de soleil que moi j'adore, il n'y a plus d'arbres, plus de fleurs, plus de verdure. Et tout ça, au début, ça nous manque pas trop, et puis petit à petit, ça manque quand même. Et puis j'avoue que moi, ça manquait un peu aussi les moments avec les copines parce que à la Réunion, j'accorde une grande place à l'amitié. Et puis là-bas, bon voilà, fallait trouver ses loisirs et ses épanouissements autrement, dont la Mhm. lecture, dont l'écriture. Mais voilà. J'ai lu pas mal de récits, enfin en tout cas de témoignages de scientifiques, surtout de scientifiques qui ont fait des missions en Antarctique, et de scientifiques français. Et un point qui revenait systématiquement, et du coup tu vas pouvoir me dire si c'est vrai ou pas, c'est que apparemment on mange extrêmement bien dans les bases françaises en Antarctique. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, ah oui, oui, ça C'est c'est vrai? vrai. Ouais. Ah ouais, ouais. Nous on avait un cuisinier, mais vraiment incroyable. Il était jeune, il était motivé, il nous faisait des repas différents tous les jours. À chaque fois, il y avait la quantité. Bon, moi, et en fait, il y a une petite coutume locale qui nous fait bien rigoler, c'est le cochon d'or, c'est qui a pris le plus de poids pendant son séjour là-bas. Et clairement, je gagnais haut la main le premier mois et C'est demi vrai? avant de redresser la barre. Oui. En même temps, je me suis dit que bon, voilà, on était là-bas pour se faire plaisir et que je rattraperai après. Mais ouais, ouais, non, c'était vraiment très bon. Ouais. Et Ok, puis donc après, je c'est me suis pas. remis dans le sport en fait et je me suis remis à courir sur la glace pour m'entraîner pour la diagonale des fous. Et donc finalement, j'ai pu récompenser un peu ce que j'avais pris au début. Dingue. Ok, donc c'est pas une légende. Ah non. Donc tu disais le départ s'est fait Le départ, c'était fin octobre. Et en fait, fin octobre. avec le délai, les 17 jours, je suis arrivée début novembre là-bas sur place. Et donc, les Ok, 3 semaines de préparation de l'expé, nous, on est parti début décembre. On est revenu juste avant Noël. d'accord, ok. Et donc là, à ce moment-là, tu étais déjà inscrite à la Diagonale des Fous 2024. Non, en fait, pour le gag, je me suis inscrite là-bas, sauf que comme en Antarctique, enfin, en fait, il faut payer sur le site. Et évidemment, je recevais pas le texto de la Ah banque oui, qui eh me oui. confirmait que j'avais bien reçu, que j'étais bien inscrite. Donc, en fait, je me suis pré-inscrite, mais j'ai dû attendre de rentrer à La Réunion pour pouvoir m'inscrire complètement. Mm. D'accord. Ok. Ok, mais en tout cas, tu avais déjà l'objectif à ce moment-là de prendre le départ de la Diagonale moins d'un an plus tard. Eh ben, j'hésitais beaucoup, mais en fait, là, c'est juste la veille du départ en Antarctique que j'ai fait le Trail de Bourbon, donc qui fait partie du Grand Oui. Raid. Mais c'était 109 kilomètres, donc c'était déjà un défi incroyable. Et à vrai dire, quand j'ai pris l'avion, j'étais épuisée, j'avais mal partout, mais parce que je venais de finir le Trail de Bourbon. Et donc, j'ai un peu réfléchi, et c'est vrai que, en fait, justement, c'est à Concordia en Antarctique que j'ai rencontré une femme qui est spécialiste qui est chercheuse sur les sportives de haut niveau. Et elle m'entendait parler de mon trail de Bourbon. Elle m'a dit, ah, mais c'est sûr que tu vas pas t'arrêter là. Parce que moi, je disais à tout le monde, c'est fini, c'est fini. Et elle m'a dit, non, mais je t'entends en parler, c'est sûr que tu vas pas t'arrêter là. Et en fait, cette phrase m'a beaucoup touchée. Et après, je me suis inscrite, mais j'étais pas du tout sûre de moi sur la Diagonale des Fous, mais vraiment dans l'idée que, en fait, je serais sans doute jamais aussi bien entraînée que ce que j'étais à ce moment-là. Et donc, si je voulais la tenter, c'était maintenant que jamais. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Génial. Ouais. Donc,
à ton retour, punaise, en fait, j'ai tellement de questions, mais même, je te dis, sur l'Antarctique, là, je suis obligé de me limiter. À ton retour de l'Antarctique, juste avant qu'on enchaîne sur la diagonale, ce que tu venais d'expliquer, c'est que t'es peut-être pas sûr de repartir tout de suite parce que finalement, c'est un grand désert blanc, et du fait des conditions même. Tu peux potentiellement avoir l'impression d'être dans une sorte de prison en plein air. Mais au moment de ton retour, est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial quand tu redécouvres des couleurs, des odeurs et que tu peux enlever les 36 couches de vêtements que tu avais l'habitude de porter à l'extérieur? Ouais, le retour en Australie, j'étais vraiment euphorique. En fait, c'est vrai que sur la fin, c'était un petit peu long l'Antarctique, et du coup, j'étais quand même contente de rentrer. Je m'étais remis à parler créole dans ma tête, à rêver du gingembre aussi de la Réunion, etc. Et donc, j'arrive en Australie, et en fait, on vient de faire 6 jours de mer dans une mer terrible, au point que le bateau a été abîmé par une vague scélérate, etc. Il y a eu 3 blessés à bord. Et Ouais. donc là, on remet le pied en Australie. Et donc, moi, initialement, j'ai le mal de terre. Donc, tout tangue, tout se balance. Et en fait, ça m'a fait une sensation vraiment entre les retrouvailles avec les couleurs, il y avait aussi une amie rencontrée au Nigeria qui m'attendait à mon arrivée en Tasmanie. Et donc, on a retrouvé avec cette amie. Et puis la sensation de liberté retrouvée aussi. C'est vrai que je garde un souvenir vraiment incroyable du retour en Antarctique, du retour en Tasmanie. Et puis pareil, de regarder l'océan et de se dire là-bas au fond, il y a un truc de maboule, quoi. Il y a une immensité blanche et on le devine pas. Et en fait, voilà, ça restera dans un coin de ma tête, mais on a vite fait se dire mais c'était un rêve tout ça, c'était surréel. 3 mois, c'est les missions les plus courtes en Antarctique? Non, en fait, les missions les plus courtes, normalement, mon contrat, ça aurait dû être 1 mois et demi. Il se trouve que c'était un petit changement de cette année. C'est 1 mois et demi. Enfin, il y en a même qui vont il y a des scientifiques qui vont même pour 15 jours, 3 semaines, quand ils ont des manips extrêmement techniques à faire. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes qui restent pour 1 an en Antarctique. Punaise. Ouais. 1 an. Ouais. Ouais, pour le coup, je me sens pas capable. Ça me paraît vraiment. Surtout que toi, tu étais en été, moins 40, donc l'hiver, c'est encore possible de sortir pour, j'allais dire pour prendre l'air, pour marcher un petit peu, etc. Ou ça devient vraiment hyper compliqué. À Concordia, ils sont descendus jusqu'à moins 96 degrés, et puis c'est la nuit continue. Oh non. Ouais, donc en fait, ils ont des chaufferettes qu'ils mettent dans les mains, dans les gants, et puis vraiment, oui, chaque sortie est hyper limitée dans le temps. Moins 96 degrés. De sortir. Ouais. Mais attends, mais le matériel, enfin, j'imagine la source d'énergie, c'est quoi? C'est des générateurs, enfin comment on appelle ça? Ça marche au fioul, ouais. Ouais. Et ça, d'accord, moins 80. Et donc, on peut avoir des bâtiments suffisamment isolés pour vivre à l'intérieur quand il fait moins 96 dehors? Ouais. C'est vraiment, c'est les conditions extrêmes. Par exemple, ils ont des motoneiges pour se déplacer là-bas sur la base de Concordia. Et en fait, les motoneiges ne marchent plus du tout quand il fait cette température-là. Donc, clairement, on arrive au maximum de résistance de tous les matériels. Et par exemple, s'il y a un accident grave, s'il y a un malade là-bas, il n'y a absolument aucun moyen d'évacuation possible, ni par le tracteur, ni par l'avion. C'est impossible, quoi. Donc c'est vrai que et puis en plus ils ont la nuit continue, donc pendant 4 mois il y a plus de soleil. Et non, c'est encore bien plus extrême que ce que moi j'ai fait. Parce que tu peux pas moins 80, enfin même sans aller jusqu'à moins 96, tu peux respirer de l'air non filtré, on va dire, jusqu'à quelle température? Ça devient vite limité parce que moi c'est vrai que moi-même je saignais du nez tous les jours pendant une dizaine de jours à un moment tellement l'air était sec et froid. Après, on apprend à protéger chaque millimètre de peau. Donc, en fait, on respire, ce qui est très désagréable au début, mais en fait, on respire à travers les cache-cous, en fait. Oh, punaise. Ouais. Incroyable. Ok, on va clôturer l'Antarctique parce que sinon on y est encore pendant 2 heures, je pense. Ouais. Le trail. Donc, tu avais fait le trail des Bourbons, qui est déjà une grosse aventure, plus de 100 km. Ça faisait combien de temps que tu t'étais mise au trail? Et un peu même question que d'habitude, c'est qu'est-ce que tu y as trouvé? Qu'est-ce qui fait que tu as accroché et que tu t'es orienté vers ce type de format long, voire très long?
Alors moi, je m'y étais mis 9 mois avant, donc c'était vraiment pas si long que Ah ça oui. avant. Ouais, en fait, autant je suis très bonne randonneuse depuis longtemps, donc ça, je fais des grosses randos avec du gros dénivelé. Par contre, courir, jamais. Je courais même pas 10 minutes. Et en fait, je me suis justement inscrite au Trail de Bourbon parce qu'on m'a dit que c'est la seule course qu'on peut faire sans courir, en faisant que de la rando, enfin de la marche. Et finalement, c'est un peu faux. Il faut quand même courir un peu, ne serait-ce que pour avoir les points pour pouvoir s'inscrire. Donc, Ouais. je sais pas si c'est un exemple ou pas, parce que vraiment, en général, on conseille quand même de s'entraîner plus longtemps avant d'arriver à des si gros. Maintenant, moi, de fait, ça réussit. Après, j'habite à La Réunion aussi, donc je suis habituée au terrain, je suis habituée au climat, aux dénivelés, qui sont quand même vraiment impressionnants, les dénivelés de La Réunion. Et la deuxième partie de ta question, j'ai oublié. Pardon. Ce qui fait que tu as accroché sur ce type de format. Ah Alors tu oui, disais que là, c'est parce que ouais, tu pouvais le faire sans nécessairement sans courir. courir. En tout cas, c'est ce que tu avais en tête au début. Mais Ouais. est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, en fait, moi, c'est vrai que je suis très réceptive au côté défi, plus qu'au côté sportif. Je pense pas être ultra sportif. Par contre, le côté défi me plaît. Et le fait d'habiter à La Réunion et de voir tous les ans cette ambiance, mais incroyable, cette solidarité. Enfin, la Réunion vibre par la Diagonale des Fous pendant 4 jours, quoi. Et donc moi, il se trouve que je suis plusieurs fois allée voir les finishers à l'arrivée, et ça m'a émue, mais plein de fois jusqu'aux larmes. Et en fait, ça faisait plein d'années que je me disais un jour je le ferai. Et puis là, je suis arrivée à 35 ans et je me suis dit en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire un jour et c'est go. Et ça va être l'année prochaine. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça que je me suis inscrite avant d'être vraiment préparée. Je me suis inscrite longtemps avant en me donnant un objectif et c'est parti quoi. Et après l'Antarctique, est-ce que tu as enchaîné avec une autre mission en milieu insolite ou une fois de retour à La Réunion, tu as pu te consacrer vraiment à ta préparation? Ouais, j'ai vraiment fait. En fait, là, normalement, je fais une mission, je rentre 6 mois, je refais une mission, je rentre 6 mois. D'accord. Et l'année dernière, il se trouve que je venais de finir l'Islande, à bord de finir un contrat en Islande sur un bateau de croisière de luxe, et ça s'est fait un peu dans la foulée l'Antarctique, et c'était pas, je pouvais pas refuser quoi. Mais c'est vrai que le fait d'enchaîner plusieurs missions me ressemble pas trop, et j'avais besoin de rentrer vraiment à La Réunion. Donc cette année, à l'inverse, j'ai compensé, je suis restée beaucoup plus à La Réunion que d'habitude, donc ça m'allait très bien pour le sport et pour me réancrer un grand coup dans un quotidien normal et pas aussi déconnecté que là-bas. Oui, j'imagine. Ta prépa, tu l'as organisée comment? J'imagine il y a plein d'avantages en étant à La Réunion. Tu es un peu sur le terrain de jeu idéal Mm. pour cette course. Est-ce que tu t'en es servi pendant ta prépa de ça par ailleurs? Tu as fait des repérages, Ouais. tu connaissais déjà? Ouais, je connais bien les sentiers dans leur majorité. Je connaissais pas tout, notamment toute la partie sud. J'habite dans le nord, donc je suis pas allée dans le sud m'entraîner spécialement. Par contre, moi, c'est vrai que je suis pas en club de trail, contrairement à la majorité des trailers de la Réunion et qui sont inscrits en club. Je courais un peu en mode toute seule. Je pense pas avoir été hyper rigoureuse. Par exemple, je faisais pas tellement de fractionnés. J'ai pris 3 ou 4 fois un coach pour des missions un peu ponctuelles. Et puis par contre, ce que je pense qui m'a beaucoup entraîné aussi, c'est les week-ends avec les amis à faire des bivouacs. Donc c'est moi qui portais tout, mais tout quoi, la tente, la nourriture, l'eau. Et donc j'avais des très gros sacs. Et finalement, je trouvais ça pas mal parce que ça me permettait d'être quand même avec mes amis qui ont pas du tout les mêmes objectifs sportifs, tout en ayant l'impression de faire vraiment du sport quoi, enfin vraiment de Mhm. l'intensité et de l'endurance. Mm. Et puis j'ai fait de la kiné aussi. Comme j'avais un peu mal aux genoux, pour le coup, j'ai fait pas mal de kiné, de renforcement musculaire pour les genoux. Et c'est pareil, je pense que tôt ou tard, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que c'était assez proche de ce que faisait faire le coach. Et finalement, j'ai vraiment pas eu de douleur du tout de genoux pendant la diagonale des fous. Donc je remercie mon kiné. Quand tu as pris le départ, tu visais un chrono en particulier ou c'était pas l'objectif? L'idée, c'était plus de finir en se Non, faisant plaisir? non, je visais vraiment pas de chrono. Et alors en plus, le truc vraiment incroyable, c'est que je découvre 15 jours avant, maintenant ça vient de devenir officiel, 15 jours avant le départ, je découvre que je suis enceinte. Et donc là, c'était un Mais non. branle-bas de combat sans nom. Ouais. Alors maintenant, maintenant que tout ça est derrière, j'en souris et ça reste voilà. Mais sur le coup, c'est vrai que c'était vraiment une surprise complètement inattendue. D'autant plus que retard de règles, je me suis dit c'est le sport quoi, tout simplement. Et en fait non, pas du tout. Oui. Et donc j'ai quand même vraiment cherché à avoir l'accord du gynéco du CHU là qui a fait de la biblio, qui a cherché un peu sur internet les études sur les sports de haut niveau et grossesse.
Et donc c'est lui qui m'a donné le feu vert tout en me disant que voilà, si ça allait pas, bien sûr, je m'arrête. Et donc moi, c'est vrai que jusqu'au dernier moment, j'étais même pas sûre de prendre le départ en fait. Hein. Mais par contre, c'était très compliqué de tout le monde me lancer. Alors t'es prête, etc. Et en fait, de sentir dans un tel décalage avec les autres à un moment où je peux encore rien dire, quoi. Donc voilà, j'ai plutôt pris le départ en me disant, bah, il vaut mieux essayer et s'arrêter plutôt que de ne même pas essayer. Et puis finalement, finalement, je suis arrivée à la ligne d'arrivée. Mais moi-même, j'étais la première étonnée de me dire, ah bah oui, finalement, c'est possible. Punaise. Ouais. Attends, mais du coup, t'en étais à quelle étape dans ta grossesse au moment du départ? J'étais au tout début. J'étais à 5 semaines de grossesse. Ouais, c'était vraiment le Ok. début. Hein. Waouh, ok. Alors, j'ai eu la Incroyable. chance de n'avoir jamais eu de nausées vomissements parce que sinon, c'était infaisable, bien Et oui, sûr. j'allais te demander, bah oui. Sur le fait de s'alimenter et puis pareil sur la fatigue, étonnamment j'ai été vraiment fatiguée après mais sur le coup ça allait et là où j'étais très embêtée pendant ma diag c'est sur mon pied gauche, j'ai eu une énorme tendinite du releveur et donc j'ai vraiment souffert du pied mais à aucun moment j'ai souffert du ventre ou tellement de la fatigue quoi. J'ai même été étonnée du peu que j'ai dormi et puis après c'est vraiment ici on dit le tipa tipa. Et le tipa tipa nous arrive, c'est vraiment le symbole de en fait on va aller au ravito d'après puis on verra. Et puis celui d'après, on verra. Et puis finalement, bah, on se retrouve à la moitié. Et puis finalement, il reste plus que 40. Et puis ah bah ouais. Ouais. Donc tu finis en 60 heures, c'est ça si je me trompe C'est pas. ça. C'est ça. Finir la diagonale des fous enceinte après une mission en Antarctique. Ça doit pas être tout à fait commun chez les finishers de cette course. Tu disais un peu plus tôt que peut-être que finalement toutes ces missions et en particulier l'Antarctique que tu venais de terminer, ça t'a très certainement aidé. Enfin, je sais plus si tu disais que ça t'avait aidé ou si tu faisais des parallèles entre ton activité de médecin urgentiste et la pratique du trail. Mais du coup, je te pose la question comment est-ce que tu penses que ton activité de médecin urgentiste en particulier et les contextes très particuliers, très spéciaux dans lesquels tu l'exerces, comment est-ce que ça t'aide dans l'ultra trail si ça t'aide? Et voilà, et je vais arrêter de faire des doubles et triples questions, je vais m'en tenir à ça. Est-ce que ça m'aide Ben, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas forcément fait tous les parallèles sur le coup, mais après coup, j'en ai tiré plein de leçons. Et c'est vrai que le fait de pas se projeter d'emblée sur la ligne d'arrivée, enfin, à la fois, on dit souvent qu'il faut visualiser la ligne d'arrivée, mais moi, je pense qu'il faut vraiment fractionner en étapes. Et donc fractionner et voir plutôt le ravito d'après et celui d'après. Et en fait, en médecine, il y a un peu de ça. Certes, on a l'horizon long terme. Maintenant, on va surtout faire cette année-là, la première année, puis on verra. Et la deuxième, et puis voilà. Et en fait, c'est tellement long et tellement compliqué que l'idée de fractionner enfin, moi, j'en ai fait une grande leçon de vie, en fait. De se dire qu'on peut aller très loin, mais vraiment par petites étapes. Sinon, c'est décourageant, tout simplement. Enfin, moi, quand je suis arrivée à Sillaos, pour ceux qui connaissent la Réunion, ça faisait 24 heures que je courais et en fait, j'étais même pas à la moitié. J'ai fait 60 km et là, il en reste 100. Honnêtement, c'est vraiment décourageant. Et donc, en fait, faut pas voir le bout. Faut voir le ravito d'après. Voilà, donc ça, c'était une des grandes leçons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la force de l'entourage. Ça, c'était vraiment puissant aussi de se dire est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est un sport individuel ou collectif? J'ai entendu ça dans un podcast, ça m'a touché cette phrase parce que c'est vrai que moi, je me suis sentie vraiment portée et par les personnes qui accompagnaient, qui nous encourageaient, même des inconnus, et par mon entourage à moi sur mon groupe WhatsApp là, qui m'a beaucoup aidé aussi. Voilà. Mais ça, pour le coup, ouais, si, un parallèle avec la médecine, parce que c'est vraiment un travail d'équipe aussi, surtout la médecine d'urgence, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc le côté de si le malade survit, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à nous en fait. Ouais. Et si on arrive à franchir la ligne d'arrivée, ben, c'est pas que moi, c'est nous quoi. En 60 heures, j'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas. Je serais curieux que tu nous partages un moment bas en particulier et la manière dont on est sorti. T'évoquais ta cheville, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres choses. Ouais, le plus gros bas, c'était justement Sillaos. Quand j'arrive, donc j'ai fait 60, il en reste 100. On arrive sous la pluie battante, mais vraiment battante. J'ai une copine qui m'attend, qui était qui m'a attendu pendant des heures. Elle était touchante parce que vraiment, elle m'a attendu sous la pluie. Elle m'attend avec son énorme sourire. Elle m'avait préparé de la nourriture, mais en fait, là, j'ai vraiment failli arrêter.
Pas tellement parce que j'en pouvais plus, mais vraiment juste parce que c'est trop long et c'est trop décourageant. Et j'ai aussi appelé mon chéri, le papa du bébé, là, qui m'a dit quand même, non, tu vas pas arrêter là. Et vraiment d'un air tellement surpris mais non, c'est pas possible. Et puis pourquoi tu vas arrêter? Je dis c'est vrai que j'en ai marre. Et il me dit non, c'est pas un bon argument, t'es pas blessé quoi. Et en fait, il m'a gardé pendant 1 heure au téléphone. Et pour le coup, je pense que ça aide quand même vraiment pas mal aussi d'avoir pu marcher en téléphonant, même si on peut se poser la question de à quel moment ça devient un peu de la triche. Mais finalement, la pluie s'est arrêtée. Et puis vraiment, la stratégie du ravito d'après a marché. Et voilà, il y a eu ça. Et qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Un autre moment où je voulais m'arrêter. Ouais, non, après mon pied, en fait, c'était une souffrance, mais vraiment, vraiment terrible. Mais en fait, c'était surtout sur la fin. Donc, c'était fou parce que plus j'arrivais proche de la fin et plus il y a une espèce de certitude de je vais y arriver. Et plus en même temps, il y a ce truc de là, c'est même plus le mental qui peut plus, c'est le corps qui ne peut plus du tout, quoi. Mhm. Et en fait, c'était surtout sur la toute dernière descente, les 2 dernières heures. Et là, oui, je les ai fait en pleurant. Mais pour le coup, si ça m'était arrivé avant, c'était vraiment pas possible de continuer. En fait, c'était vraiment le corps qui pouvait plus, quoi. Heureusement, c'est arrivé tout à la fin. C'est toujours, je trouve ça toujours fascinant les témoignages, les récits, tu vois, d'efforts sur des durées aussi importantes. Et ce qui me fascine systématiquement, c'est j'ai l'impression la capacité du cerveau à oublier ces moments-là. Tu vois, j'ai encore rencontré personne qui m'a fait un récit d'un ultra trail, puisque c'est de ça dont on parle là, où il s'est rien passé de très difficile. Ouais. Et pour autant, qui me le raconte pas avec un énorme sourire aux lèvres, tu vois. c'est quand même assez fou. Ouais. A posteriori, c'est mieux. A posteriori, c'est mieux. Mais même, en fait, dès qu'on passe la ligne d'arrivée. Mais c'est vrai que oui, il y a des moments vraiment durs. Mais c'est vrai que ceux qui abandonnent, pour le coup, je sais pas s'ils en reparlent encore avec autant de sourire parce que ça reste un sujet un peu sensible quand même. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, bien sûr, avec du recul, ça reste des bons souvenirs, ouais. Et puis, en fait, c'est ce qui fait aussi que c'est aussi incroyable, quoi. Si c'était facile. En fait, j'avais beaucoup de petites phrases un peu leitmotiv. Et ça en faisait partie. C'est que si c'était une évidence, ça serait pas un défi. Si c'était sûr qu'on allait y arriver, ça serait pas un défi. Donc, il faut qu'il y ait cette part d'incertitude. Sinon, voilà. Si c'est trop facile, je veux pas dire il y a pas d'intérêt, mais ça enlève, ça enlève de sa substance le principe, en fait. C'est marrant que tu évoques celle-là parce que systématiquement, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais systématiquement quand j'entends ça, je pense à l'expédition de Shackleton. Incroyable, sur l'Antarctique, tu vois, justement, qui est et en fait c'est assez rigolo finalement que ça me fasse évoquer ça parce que j'ai une seule expérience d'ultra, enfin j'en ai 2 maintenant, mais une où vraiment c'était très très long. J'ai fait une course qui s'appelle la PTL, c'est un peu plus de 300 bornes. Enfin mon année c'était un peu plus de 300 bornes sur 148 heures, donc ça fait 6 jours, 26 000 mètres de dénivelé. Et en fait, j'étais un peu terrorisé par cette course. Et pour relativiser, avant d'en prendre le départ, j'ai lu le récit d'expédition de Shackleton. Qui s'appelle comment déjà? C'est le récit de l'endurance, c'est ça. Ouais. L'Odyssée de l'endurance. Voilà. Ouais. Et en fait, quand tu lis ce truc, l'expédition qu'ils ont fait, je crois qu'ils sont partis le premier jour, le premier jour officiel la de la Première Guerre mondiale, ouais. En tout cas, le jour où le Royaume-Uni est entré en guerre officiellement contre l'Allemagne. Et quand tu lis, donc avec les moyens de l'époque, voilà, ils n'avaient pas des vestes, 7 paires de gants chacun, et j'imagine le matériel qu'on doit avoir aujourd'hui. Ouais. Et quand tu lis ce qu'ils ont été capables de faire en dérivant pendant, je sais plus combien de mois, je sais même pas si c'est pas plus d'1 an, sur la banquise, en mangeant des pingouins ou des phoques, tu te dis mais c'est incroyable que tous soient revenus. Alors il y en a un, il lui manquait quelques extrémités, mais qu'ils soient tous revenus vivants de cette expédition. Enfin, c'est vraiment pour le coup. Et moi, je sais pas si t'avais vu aventurier de tous les temps, Shackleton. Ah ouais, non mais c'est clair. Je pense qu'il est imbattable. Je sais pas si t'avais vu, si t'avais lu cet article, parce que si je me trompe pas, t'as lu le récit d'expédition. Ouais. Il y avait Messner. Et 2 autres himalayistes qui, pour je sais plus quel anniversaire de l'expédition de Shackleton,
Ça devait être dans les années 2000. Ils ont en fait, ils ont retenté la traversée tu sais, il y a une île avec une station baleinière où Shackleton. Ouais, l'île des éléphants. L'île des éléphants, exactement. Et donc, je sais pas si tu avais lu cet article, mais ils ont tenté, ces Himalayistes chevronnés, ils ont tenté une traversée, la même traversée en fait que Shackleton, avec toute l'expérience qu'ils ont de l'Himalaya, les cartes de la région, là où Shackleton il avait grossièrement le contour de l'île et ils savaient pas ce qu'il y avait au milieu. Ils étaient bien nourris, ils venaient pas de passer 11 mois à dériver sur la banquise. Shackleton et je crois qu'ils étaient 3 en tout, 3 ou 4. Il me semble qu'ils avaient mis moins de 24 heures pour traverser et arriver à la station baleinière. Et ces gars-là, les cadors des cadors de l'alpinisme d'aujourd'hui, ils ont failli abandonner et ils ont peiné à mettre moins de 36 heures. Ah ouais. C'est quand même, c'est hallucinant quand même. Ouais, c'est fou. Je retrouverai l'article, je le mettrai en lien de l'épisode s'il y en a que ça intéresse, mais c'était vraiment bluffant quoi. Shackleton, ils avaient en guise de piolet, ils avaient une hachette de charpentiers marins. En guise de crampons, ils avaient démonté leur embarcation en retirant les clous pour les planter dans leurs semelles pour faire, complètement dingue. Bref, c'est incroyable. Donc effectivement, ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est, je pense, systématiquement à cette expédition. Punaise, sacré récit de ta diagonale. Et assez fou, vraiment encore une fois assez fou que tu l'aies fait, que t'aies pris le départ en étant enceinte. J'ai pas du tout j'ai pas d'exemple de sportives en tête qui font des épreuves d'endurance comme ça en étant enceinte, même si c'était au début de ta grossesse. Est-ce que du coup, quand le médecin s'est renseigné, est-ce qu'il a trouvé des cas, des témoignages de femmes qui avaient réussi à faire des épreuves très très longues en étant enceinte? En fait, sur des ultras, moi j'ai pas trouvé sur internet, il a trouvé sur d'autres sports un peu longs. Moi j'ai aussi contacté la clinique du coureur. Effectivement, je crois pas qu'ils ont d'autres clients. En tout cas là, normalement je vais avoir un contact un peu plus rapproché avec une des femmes de la clinique du coureur pour lui raconter un peu plus. Nous, ce qu'on avait surtout peur avec le papa, c'était des impacts éventuels sur le bébé. Mais vraiment, ça, il nous a rassurés. Il est tellement petit. En plus, à ce stade-là, c'est quasiment plus la poche des os qui se met en place que vraiment le bébé. Donc là-dessus, il nous a vraiment rassuré qu'il peut pas y avoir de séquelles neurologiques, etc. Il m'a dit qu'il pouvait y avoir un petit sur-risque de déshydratation pour moi. Mais ok, si je suis déshydratée, je m'arrête et je bois plus. En fait, le tout, c'est de savoir s'arrêter, quoi, je pense. Et l'autre chose qui est quand même assez fou, c'est que dans l'histoire, il y a des sportives d'Europe de l'Est, donc Russie, Europe de l'Est, par le passé, étaient mises enceintes volontairement avant des courses, et puis finalement elles étaient poussées à faire des IVG juste après. Alors moi j'ai vraiment du mal à y croire parce que je me dis que c'est un peu pile ou face, parce que si on est fatigué ou qu'on vomit, on a tout perdu. Mais a priori, je disais un peu que j'ai un peu triché parce que finalement j'avais 2 cœurs pour pomper au lieu d'un, et que finalement j'ai une forme de dopage naturel associé au tout début de grossesse. Je sais pas, je saurais jamais si je l'aurais réussi ou pas sans être enceinte, mais. C'est vrai que j'avais déjà entendu ces histoires, en tout cas dans le milieu du judo, concernant les sportives au niveau en Europe de l'Est. Je sais pas à quel point ça fait partie de la légende ou c'est vrai, mais j'avais déjà entendu ces histoires. Mais c'est vrai que le gynéco, il n'en revenait pas. Et il a beau m'avoir donné son feu vert, après quoi, il m'a dit « Mais vous l'avez fait ? Mais vous l'avez fini ? Mais en combien de temps, etc. » Il n'en revenait pas, quoi. Et du coup, je me suis sentie un peu flattée quand même. Et en termes de récup, ça a donné quoi ? Récup, par contre, c'était un peu chaud. C'était mon pied qui était vraiment chaud. En fait, je finis le dimanche matin. L'après-midi même, je marche plus du tout. J'ai un copain qui m'a filé sa trottinette électrique pour pouvoir au moins aller acheter à manger, tellement je ne marchais plus du tout. Et le lundi, je marchais plus. Et le mardi, je travaillais aux urgences. Donc là, j'avais une garde de 24 heures. Et donc, j'ai un peu tout fait pour demander à ce qu'on me la reprenne parce que vraiment, je pouvais pas marcher, quoi. Et en fait, malheureusement, on était un peu compliqué au niveau des effectifs. Et donc, je pouvais toujours pas marcher. C'est un copain qui m'a emmené aux urgences. J'ai quand même 45 minutes de route pour aller travailler. Et puis après, sur place, j'avais un poste un peu plus cool, quoi. Je faisais des hospitalisations courtes. Et donc, j'ai pu le faire en béquille, à Botillé.
Et puis, ça allait beaucoup mieux le lendemain après. C'est vrai que c'était un peu limite sur la reprise. Voilà. En fait, c'était tout un débat, même avec mes collègues. C'est est-ce qu'il vaut mieux prendre des jours de récup avant la diag pour être bien reposé le jour J. Ce que moi, j'ai privilégié, en fait, de plus faire de nuit et de vraiment se reposer à fond avant. Ou est-ce qu'il vaut mieux les prendre après pour récupérer? Mes résultats, mon collègue qui les a pris après, lui, il a fait une nuit de garde 2 jours avant la diag. Et pour moi, ça me paraissait vraiment rédhibitoire, quoi. Ouais. Parce que, je trouve qu'il faut quand même être vraiment reposé avant d'arriver, quoi. J'imagine la scène, un patient qui arrive aux urgences et qui voit débarquer la médecin en béquille. Bah, vraiment, heureusement, j'avais un poste un peu plus adapté parce que s'il avait fallu gérer un arrêt cardiaque en béquille, c'est clair que c'était pas possible. Ah, punaise. Ouais. Incroyable. Dernière série de questions pour toi. On a parlé de l'Antarctique assez en détail. Moi, je serais quand même curieux de savoir s'il y a, puisque tu disais que ça a été assez calme d'un point de vue médecine, est-ce qu'il y a une expédition, une de tes missions en particulier sur laquelle tu as vraiment dû gérer des situations de médecine urgentiste? Ouais, la plus significative, c'était au Nigeria où pour le coup, on a eu un intubé sur un Covid grave. Et là, oui, c'était vraiment compliqué parce que c'était un local, donc on pouvait pas l'évacuer vers la France parce qu'il cotisait pas à la sécurité sociale française, bien sûr. Et donc, j'étais toute seule pour le gérer. Normalement, un patient intubé, c'est pas l'urgentiste qui gère. Nous, on intube, ensuite on envoie en réanimation. Et là, il y avait pas de réanimateur dans cette ville de 1 million d'habitants. Et donc, il a fallu que ce soit moi qui gère, vraiment avec les moyens de bord et puis avec ce que je pouvais, ce que je savais faire. Et beaucoup avec l'aide d'un ami et collègue réanimateur qui était à distance. Donc, par exemple, je faisais une vidéo du respirateur et des courbes de pression, volume, parce que ça, moi, je sais pas régler dans la finesse. Et puis, c'est lui qui me disait change ci, change ça, à distance. Wow. Et honnêtement, il était tellement grave qu'on n'y croyait pas trop. On pensait vraiment qu'il allait décéder. En plus, c'était un moment où je crois que le taux de décès des Covid intubés, c'était 50%, même en France, quoi. Donc, on n'y croyait pas trop. Et puis, finalement, jour après jour, il s'est amélioré. Et puis jusqu'au jour où il s'en est sorti pour de bon. Et c'était vraiment incroyable, y compris sur le côté franco-nigérian aussi, où on était une équipe un petit peu française et beaucoup nigériane. Et donc, avec des Nigérians qui étaient vraiment de bonne volonté, mais qui n'avaient jamais vu d'intubé, en fait. Et voilà, pour le coup là, c'était une des plus grandes histoires médicales pures de médecine, ouais, avec les moyens de bord. Par exemple, à un moment, il était carencé en phosphore. On a cherché partout du phosphore dans notre petite clinique et puis dans les pharmacies aux alentours. Personne n'avait de phosphore. En France, c'est facile, c'est une perfusion, pof, fin de l'histoire. Là, il n'y en avait pas. Et du coup, j'ai regardé sur Internet les aliments riches en phosphore et j'ai trouvé l'œuf. Et ok, mais c'est un gars qui est dans le coma et qui a juste un tuyau qui part du nez pour aller jusqu'à l'estomac. Donc l'œuf dur, ça passe pas. Ça va boucher le tuyau. Donc on lui a passé de l'œuf cru. Et puis finalement, ça a remonté le taux de phosphore et je me suis dit, c'est du tiramisu sans sucre en fait. Et de toute façon, en fait, il vaut mieux essayer de faire plutôt que de ne rien faire. Et mis bout à bout, c'était un peu de la débrouille comme ça. Je vais pas dire tous les jours parce que là, c'était vraiment aussi quasiment tous les jours en fait. Et puis finalement, le gars s'en est sorti quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur de toute façon c'était tellement grave qu'il valait mieux tenter quelque chose. Ça me fait penser, alors évidemment ça n'a absolument rien à voir en termes d'échelle, enfin de gravité, mais quoique. Mais récemment j'ai repassé mon PSC1 et en fait le pompier qui nous faisait la formation il expliquait que souvent il constate que des non professionnels, on va dire des gens lambda qui se forment et qui se retrouvent face à une situation où il faut faire un massage cardiaque. En fait, ils osent pas appuyer suffisamment fort parce qu'ils ont peur de blesser, de faire. Il y a cette espèce de mythe des côtes cassées que pour faire un bon massage cardiaque, il faut casser toutes les côtes. Et il avait l'air de dire qu'il y a pas mal de gens qui, en fait, quand les pompiers arrivent, qui disent j'ai massé, mais je sais pas si j'ai massé assez fort. Et en fait, ce que ce pompier-là apparemment leur disait systématiquement, c'est en fait, si vous faites rien, la personne elle y passe. Donc tant pis, même si vous faites mal, vous pouvez pas faire plus mal que. On s'en fout exactement. Et au pire, il y a des côtes cassées. Et puis voilà. Donc c'est. C'est clair. Et puis tous les gens qui nous disent je sais pas faire, c'est pas grave en fait. Il vaut mieux faire mal aussi. Le massage cardiaque, c'est vrai que c'est l'emblème du truc où il vaut mieux faire mal que pas faire du tout. Ouais. Comment tu fais pour terminer sur cette expérience dans ton cursus pour devenir un médecin? On vous apprend des gestes, mais entre on va dire la théorie où
ou la mise en pratique dans le cadre d'un exercice et la réalité. J'imagine qu'en termes de pression, ça a juste absolument rien à voir. Donc, quand tu te retrouves dans une situation où tu sais que tu n'as pas les outils qu'il te faudrait pour porter secours, comment tu fais pour garder la tête froide? Est-ce que dans cet exemple-là que tu citais avec l'intubé, est-ce que tu te souviens d'un schéma dans lequel tu t'es mis ou de phrases qui te revenaient un peu comme sur la diagonale, tu vois, où tu disais, voilà, ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ça se passe comment intellectuellement, on va dire, quand tu es face à ce genre de situation? Sur des trucs vraiment graves où on connaît, on suit notre protocole. Typiquement, l'arrêt cardiaque, moi, c'est vrai que ça me stresse plus du tout parce qu'en fait, on connaît notre protocole par cœur, on l'applique et puis si ça loupe, ça loupe. En fait, de toute façon, c'est tellement grave que, c'est vrai que là-dessus, oui, j'ai vraiment plus de stress. Un bébé grave qui n'est pas en arrêt cardiaque, là, c'est vraiment stressant parce que là, ça peut vraiment se dégrader. Mais finalement, celui qui est déjà en arrêt cardiaque, voilà. Sur cet intubé, je pense pas que je me rappelle pas d'avoir été si stressée que ça parce que c'est pareil, c'était tellement grave. On a le Covid avec 50% de mortalité. On est au Nigeria, mais bien sûr que le gars va mourir, quoi. Et s'il s'en sort, incroyable. Mais spontanément, on se dit qu'il va mourir. Par contre, ce qui m'a énormément stressée, moi, comme mission, c'était au Gabon, où pour le coup, je me suis retrouvée à devoir commander de l'oxygène parce qu'il n'y en avait pas assez et on n'arrivait pas à l'avoir. Et je commandais des médicaments, on n'arrivait pas à les recevoir. Et là, pour le coup, j'ai découvert que je devais gérer mon stress comme tout le monde et que j'avais l'impression d'être meilleure que d'autres à gérer mon stress. Et en fait, non, c'est un apprentissage. Enfin, là-dessus, parce que du coup, ça sortait des protocoles que je connaissais. De commander de l'oxygène, de commander des médocs, c'est pas des protocoles que je connais. Et de se battre et de voir qu'on n'a pas assez d'oxygène. Bref. Et donc là, il faut reprendre. Alors moi, j'ai été éduquée avec ce qu'on appelle le rocher du réel. Donc le rocher du réel, c'est ce qui est vrai. Par exemple, c'est qu'on est dans la rivière, on a des tourbillons dans tous les sens, on connaît pas. Finalement, il y a beaucoup de peurs qui sont déconnectées du réel. Et le rocher du réel, c'est là maintenant tout de suite. Ok, j'ai peur d'avoir pas assez d'oxygène, mais là tout de suite, j'ai pas besoin de plus d'oxygène. Et c'était vrai. En fait, je me suis beaucoup stressée là-dessus, alors que finalement, on n'a jamais manqué d'oxygène. Donc j'essaie de rester le plus possible rationnel. Mais c'est pas si simple, de préserver beaucoup aussi les moments de détente, les trucs qui me font du bien tout le temps. Par exemple, il y a telle musique, je sais que c'est ma musique de quand je vais pas bien. Il y a les massages, moi j'adore, donc quand je suis stressée, c'est go massage. Et voilà, de mettre en place. Après, on a chacun, je pense, notre petit plan d'action pour quand on va pas bien. Il faut le connaître pour être prête à dégainer quand il y a besoin. Mais je pense que la gestion du stress, c'est jamais un acquis. Il y a quand même toujours des petites zones, des zones. Pas des petites zones d'ailleurs, des zones qui nous déstabilisent plus que d'autres. Et finalement, je suis pas sûre d'être vraiment meilleure que d'autres, quoi. C'est juste que dans ce qui est urgence vitale, la médecine, je connais, je sais faire. Mais finalement, sur le stress tout venant, je suis comme tout le monde. Eh ben, écoute, Claire, un immense merci pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous sur cet épisode. C'était vraiment fascinant. Je sais qu'il est déjà tard chez toi. Merci beaucoup d'avoir pris autant de temps. Et puis je te dis, si tu veux qu'on se refasse des épisodes spéciaux sur certaines de tes missions, avec grand plaisir. Je pense qu'il y aura largement de quoi faire. Ouais, avec grand plaisir, ouais. Eh ben, écoute, on va en discuter alors. Est-ce que toi, tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager, souligner, peut-être dont tu n'aurais pas forcément eu l'occasion de partager jusqu'à présent? Eh ben, s'il y en a qui veulent prolonger un peu version non audio, mais livre, il se trouve que j'ai écrit 2 livres qui sont sortis en 2022 et 2024. Et donc, c'est vraiment le mélange de médecine et de voyage, de découverte. Donc, il y a Dr Globetrotter, le premier, et Tour du monde en blouse blanche, le deuxième. Voilà. Excellent. Les liens sont en description. Merci beaucoup pour ça, Claire, une fois de plus. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. Merci à toi et merci beaucoup pour ton podcast qui nous fait voyager très loin. Avec plaisir. Merci Claire. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode exceptionnel avec Claire jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Je termine cet échange avec des étoiles plein les yeux. Si vous avez apprécié ce témoignage, n'hésitez pas à le partager à un maximum de personnes autour de vous. Et de manière générale, parler des frappés. C'est une excellente manière de remercier toutes celles et ceux qui, comme Claire, viennent témoigner au micro du podcast. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir financièrement le projet cette fois-ci, vous pouvez le faire sur Tipeee, www.tipeee.com/les-frappés. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les frappés!